on en vient à une des questions principales. Quels sont les effets des cartes conceptuelles? À qui sont-elles utiles? Dans quelles conditions, si on fait référence à la typologie que vous venez d'expliquer? Alors concernant ces questions, la recherche peut nous aider à comprendre les effets des cartes conceptuelles ou des mind maps sur la qualité de l'apprentissage. Une méta-analyse a permis sur des milliers de publications répertoriées et examinées par Nesbitt et Headsop de mettre plusieurs éléments en évidence. Premièrement, comme le montre la courbe rouge, nous observons une augmentation continue des recherches autour des cartes conceptuelles en éducation. Deuxièmement, en ce qui concerne les effets importants mis en évidence, est-il préférable de faire concevoir par les élèves eux-mêmes leur propre carte conceptuelle, ou est-il plus efficace de leur faire utiliser une carte conceptuelle élaborée pour eux par quelqu'un d'autre? La réponse à cette question doit considérer deux cas de figure. Soit la carte est conçue par l'élève seul et n'est suivie d'aucune autre activité. C'est la première ligne bleue du tableau. Soit elle est conçue collaborativement suite à une préparation individuelle. C'est la deuxième ligne de ce tableau. Cette dernière démarche assure une appropriation des connaissances associée à la carte significativement plus importante lorsqu'elle est conçue isolément, sans partage. En ce qui concerne l'utilisation d'une carte déjà élaborée, elle est significativement plus bénéfique lorsqu'elle est utilisée individuellement par rapport au fait de l'utiliser de manière coopérative. En conclusion, l'utilisation des cartes conceptuelles déjà réalisées est efficace individuellement, alors que c'est collaborativement que la conception de cartes conceptuelles impacte positivement l'apprentissage. Oui, c'est exactement cela. Notons aussi le résultat suivant non documenté sur cette diapositive, à savoir que ce sont les étudiants qui ont des plus faibles capacités verbales qui bénéficient le plus des représentations de type carte conceptuelle. Ce que nous pouvons comprendre vu leur difficulté à appréhender le verbal en général et l'écrit en particulier. Ensuite, selon une procédure qui permet de standardiser les effets des différentes recherches prises en compte pour bien arriver à les comparer, mais aussi à leur attribuer un effet global, selon la même démarche que celle mise en œuvre par ATI, plusieurs conclusions peuvent être émises. Tout d'abord, c'est celle de l'effet global de l'usage des cartes conceptuelles ou des mind maps. Elles sont plus efficaces quand elles sont comparées au fait d'assister simplement au cours, d'étudier son cours simplement en le lisant, ou encore de participer à des séminaires de discussion sur les connaissances du cours. L'hypothèse d'explication de cette supériorité des effets des cartes conceptuelles sur l'appropriation de la connaissance est tout simplement liée à la transformation du texte écrit à sa représentation visuelle sous la forme d'une carte. En effet, le fait de devoir changer de registre du texte à l'image impose à l'apprenant un engagement cognitif plus important dans la tâche, qui serait la cause, la raison de ces résultats positifs. Lorsque la carte conceptuelle est réalisée, comment procéder à son évaluation? Cette démarche paraît complexe. Oui, effectivement, ce sont des questions qui se posent souvent. Mais j'aimerais toutefois faire d'abord une remarque à ce sujet, parce que s'il a été demandé à des élèves de construire une carte conceptuelle, un des bénéfices que nous avons vus est que le degré d'engagement de l'élève dans cette élaboration est celui qui apporte des bénéfices. Donc il est intéressant de se poser la question si ce qui est important, c'est l'évaluation de la carte elle-même, ou si c'est l'évaluation des bénéfices de la carte conceptuelle. Bon, néanmoins, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut, comme d'ailleurs notre collègue Rémi Bachelet de Lille l'expose de manière plus détaillée encore, prendre en compte trois aspects. Les nœuds, les liens et les aspects formels de la carte. Alors, au niveau des nœuds, leur choix doit être évalué sous l'angle de leur pertinence, de la manière dont ils sont hiérarchisés et de l'absence de redondance, c'est-à-dire éviter que les nœuds se répètent. En ce qui concerne les liens, leur présence est évaluée sous l'angle de la pertinence, de la qualité de leur explicitation et de leur degré de précision. Parce qu'un lien qui est exprimé sous la forme de « est suivi de », c'est moins explicite et moins précis que sous la forme de « doit contenir » ou « c'est la conséquence de ». Et enfin, il y a l'analyse des aspects visuels, c'est quand même un schéma. Donc le schéma doit être structuré, cohérent, l'ensemble doit être le plus lisible possible.
quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour concevoir des cartes conceptuelles? Alors une feuille et une série de crayons suffisent, cela fonctionne très bien, même si pour la révision et l'ajustement c'est peu commode. Ensuite, bien sûr, il y a des outils numériques, mais ils évoluent très rapidement, donc moi je vous conseille une bonne veille technopédagogique à ce sujet. Il y a des sites qui répertorient, classent des outils selon leur fonctionnalité, c'est là qu'il faut faire le choix de l'outil le plus approprié aux objectifs et aux méthodologies que vous voulez mettre en œuvre. À part cela, comme évoqué lors de la diapositive sur les typologies d'usage, celles-ci sont multiples. Donc, si vous voulez des cartes collaboratives en ligne, Mindomo, CMapTools, Koggle sont de belles applications. Si vous voulez des produits très élaborés, iMindMap ou MindMeister en font partie. Si vous travaillez dans des environnements ouverts, il y a Framamind. Certains ne fonctionnent que sur ordinateur, d'autres ont une version tablette, certains sont payants, d'autres semi-gratuits, mais avec des limitations, sauf si on les lève en payant, bien sûr. Donc, conseiller un outil, non. Conseiller de suivre l'évolution des outils et tenir une veille à ce sujet, oui, c'est ce que je recommande foncièrement. À vous écouter, la création de cartes conceptuelles semble être la panacée. Comme toute méthode pédagogique, comme toute démarche qui se veut innovante, elle ne sera de qualité qu'à travers l'ingéniosité pédagogique de l'enseignant, qui l'intégrera dans un dispositif pédagogique qui a du sens et qui favorise une appropriation en profondeur des connaissances en vue de développer les compétences. Il y a donc des limites, des écueils, une prudence, toujours de mise, que chaque scientifique et que tout enseignant doit prendre en compte. Parmi les limites importantes évoquées dans la littérature, il y a le fait que chaque carte construite par un individu lui reste très personnelle. Et que par conséquent, il est important d'utiliser ces cartes conceptuelles pour les discuter, pour les confronter, pour les augmenter du regard constructif des autres. Et nous avons vu précédemment que c'était une des conditions qui rendait les cartes conceptuelles efficaces. Ensuite, il y a la difficulté de changer de registre. Passer de mots écrits ou dits à leur représentation graphique et synthétique, ça demande du temps certain, ça demande un apprentissage, des formations à ce type de démarche, et bien sûr aux outils qui peuvent y être associés. Alors autant le changement de registre fait partie de ce qui engage l'élève dans une démarche d'auto-élaboration, d'auto-formulation de son savoir, autant il faut être conscient que ça prend du temps. Et que si ce temps-là n'est pas suffisamment adéquat, les cartes conceptuelles risquent d'être contre-productives, car à l'origine d'une surcharge cognitive, ce que l'on veut éviter. Enfin, quand il y a des liens à expliciter, entre le fait de visualiser le lien entre deux concepts et le fait de le formuler adéquatement et subtilement, il y a un fossé que certains ont parfois des difficultés à franchir. Voilà, soyons attentifs. En guise de conclusion, que peut-on retenir? Les visualisations impliquent un changement de point de vue, un changement de perspective. Cela augmente non pas uniquement la motivation, comme certains aiment insister sur cet aspect de désirabilité qu'une démarche peut susciter, mais cela augmente surtout l'engagement cognitif de l'élève. Et donc cela l'amène à questionner ce qu'il sait et à en faire une synthèse comprenant de multiples liens qui donnent plus de sens à ce qu'il produit. Toutefois, les représentations schématiques sont multiples, avec chacune des avantages et des inconvénients. Je vous engage à suivre le lien vers le site de Bertolini qui fait un bel état des lieux de cette question des représentations multiples. Je ne peux toutefois m'empêcher de mettre en avant des formalisations très différentes pour clôturer. Comme le schéma en haut à droite, le diagramme d'Ishikawa, qui met en évidence des causes et des effets. Ou le diagramme de Gantt, en bas à droite, qui s'avère très efficace pour gérer l'avancement des tâches dans un projet. Alors oui, on sort des cartes conceptuelles et des mind maps. Mais n'est-ce pas Descartes qui a dit « Je pense, donc je suis » ?